Bonjour, ici Steve Ray. Bienvenue à cette présentation de Flashback en direct de la splendide brasserie La Ripaille de Repentigny. Nous sommes ici au 300. C'est l'émission où tous les sujets seront explorés et nous sommes disponibles sur les différents sites qui sont multiples. Deux passionnés de musique pour vous aujourd'hui. Concernant notre deuxième invité, il possède une voix des plus agréables, puissante et polyvalente. Étant chanteur au sein du groupe Hommage aux Bee Gees, You Should Be Dancing, et son vaste répertoire et l'énergie qu'il distribue sur scène reflètent bien cette passion musicale qui coule dans ses veines, et ce depuis toujours. Il nous partagera son parcours intriguant et ses vues sur la musique d'hier et d'aujourd'hui. Nous recevrons donc, pour conclure l'émission, un homme de musique complet, Steve Barry. Mais tout d'abord, sans plus tarder, notre première invitée. Elle affiche toutes les qualités nécessaires et exigées par le monde social et musical de la danse. Elle qui est organisatrice d'événements salsa bachata depuis plusieurs années. Et son leadership est mis à contribution dans ses fonctions. Elle qui a pour mission de rassembler les gens pour les faire danser. Pour nous partager les dessous et les grandes lignes de son travail avec nous, celle qui danse probablement dans son sommeil, Monica Popiel, ou si vous préférez, Mika Monica. Bonjour, Monica. Bonjour. Ça va bien? Oui. Bienvenue à l'émission. Merci. Vraiment content de te recevoir parce que, je veux dire, c'est un sujet qui est de plus en plus populaire, la danse salsa, bachata. En présentation, j'ai dit travail, mais je pense que c'est pas le bon nom, le bon mot. C'est une passion, donc c'est un loisir, un plaisir pour toi. C'est pas vraiment un travail. Non, si je le percevais juste comme le travail, ça fait longtemps que j'aurais lâché. C'est quand même beaucoup de travail. Oui, oui, c'est beaucoup d'organiser des choses. Oui. Je le fais aussi de mon côté, puis c'est très exigeant. Moi, une question que je me pose toujours, que je vais te poser. Qu'est-ce qui explique cette passion chez certains pour la musique que d'autres n'ont pas? J'aurais différentes réponses à donner, mais je veux savoir qu'est-ce que tu en penses. Pourquoi certaines personnes comme toi vivent pratiquement pour la musique et d'autres, la musique, ce n'est pas vraiment important? Qu'est-ce qui explique ça? Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Ça dépend à quoi on a été exposé quand on était jeune. Ça dépend aussi, est-ce qu'on ose de le faire? Parce que pour apprendre à danser, il faut mettre son temps, il faut peut-être se faire juger, il faut... se déjeuner. Déjeuner, briser quelque chose dedans de nous pour dire, bon, je ne suis pas super bon, mais je vais continuer pareil. Oui. Peut-être pour une fille, encore là, c'est plus facile que pour un gars. Oui, on va revenir plus loin à ça. Je vais te faire parler là-dessus. Donc, oui, il y a plusieurs facteurs. Puis, bon, je ne sais pas si tu montes dans ta voiture le matin pour aller à la job, tu écoutes-tu la musique? Un peu, oui, ça dépend. Je peux écouter parfois la radio parler, mais effectivement, on écoute pas mal tous la musique. Exactement. Monica, tu es bien placée pour en parler. Est-ce que tu vois et tu ressens l'intérêt renouvelé pour les soirées de danse sociale? Est-ce que tu le ressens? Oui. Que c'est en ascension vraiment depuis quelques années? On avait un peu de difficultés après la pandémie. Les gens ont eu de la difficulté de revenir dans les soirées. On était tellement seuls pendant longtemps que ça portait un peu d'anxiété aux gens de venir socialiser de nouveau. Mais au bout de ligne, on aime la compagnie. Hein? On n'aime pas être toute seule. On s'ennuie quand on est toute seule. Puis, quand on est jeune, on est toujours entouré, on a des amis, on vit comme ça. Ensuite, on tombe dans le mode famille un peu, oui. Donc les priorités sont ailleurs. Mais une fois que les enfants partent, on redevient libre. On veut faire de quoi? Oui. Donc, tu es organisatrice, mais depuis quelques mois, tu es DJ. Ça fait presque un an. DJ Mika. Pourquoi et comment? Pourquoi et comment? L'année passée, à la Fête des femmes, le 8 mars, je bookais une DJ de Los Angeles, qui est Bali. Oui. Elle visitait ici Montréal. Elle était ici, je pense, 4-5 jours. On a eu le temps de se parler. On a parlé beaucoup de musique, de sélection de chansons pour les soirées, de ce que le public veut. En fait, c'est elle qui m'a encouragée. Elle m'a dit, mais là, tu as ton équipement, tu as tes choix de musique déjà. Pourquoi tu ne le fais pas? Vas-y, go. On a tellement peu de femmes, surtout dans la danse latine. Tu as commencé à Gatineau, c'est ça? Ce que tu me disais cette semaine? Oui. À extérieur, les soirées extérieures sur le quai des artistes, Gatineau, Ottawa, oui. OK. Puis, une fois par mois, à la Cage des Caries, tu mixes? Oui. Et tous les samedis, au studio des Caries, tu fais la danse latino et parfois les vendredis, comme DJ. Oui. Est-ce que tu penses que c'est une passion qui va être aussi grande que la danse?
de ce que tu ressens jusqu'à maintenant? Oui, je pense qu'encore plus, parce qu'en fait, j'aime plus la musique que la danse. Oui. Danser, c'est un cardio, c'est bonheur, mais partager la musique, partager quelque chose que tu aimes avec les autres, puis voir les réactions, parce que là, tu peux voir les réactions de tout le monde, oui. C'est encore mieux. C'est plaisant. C'est quoi l'aspect social de la danse? C'est sûr que c'est un côté qui est vraiment présent. C'est palpable. On voit les gens qui fraternisent. Mais c'est quoi la qualité numéro 1 de la danse sociale? La proximité des gens, la facilité à faire la connexion, la communication. Ça reste aussi une activité où on n'a pas besoin de dépenser beaucoup. Et c'est bon pour la condition physique. C'est bon pour la condition physique, c'est bon pour la morale. Comme tu m'as dit, les endorphines positives. Exactement. Tout est là, finalement. Oui. Es-tu positive pour la reprise du nightlife, de ce que tu constates sur le terrain? Parce que là, il faut le dire, la COVID a été un petit peu la cerise sur le sundae, mais depuis une quinzaine d'années, les clubs ferment, le nightlife est en perte de vitesse et on essaie de faire en sorte que ça reprenne. Es-tu positive sur la reprise? Oui, parce que à chaque fois, surtout au mois de septembre, quand les vacances terminent, on dirait que les gens veulent essayer de quoi, veulent faire de quoi. J'en ai plein qui m'écrivent: Mika, j'ai vu ta soirée, je veux venir, mais je danse pas tant. Je viens de commencer, je veux commencer. Je où suis est-ce que gênée. je vais? C'est ça. Donc, j'ai vraiment des gens qui m'écrivent, puis de tout âge. C'est pas juste des jeunes, les gens de mon âge, les gens qui, justement, comme je dis tantôt, on n'a plus des enfants à notre charge, on veut faire de quoi de notre vie. Oui. Donc, ils commencent à danser. Puis, c'est certain, c'est peut-être une nightlife, pas qu'on les connaissait quand on était jeunes. On va aller prendre une coupe, puis c'est fun. On veut faire un peu plus. On veut vraiment connaître les gens qui sont autour de nous. On veut savoir c'est qui ces gens-là. On veut pouvoir parler, danser, puis passer un bon moment. Ben oui. C'est sûr qu'au-delà de la pratique, qu'est-ce qui fait un bon danseur ou une bonne danseuse? C'est différent pour une fille, c'est différent pour un gars. Le leader, lui, il se projette toujours dans le futur. Il doit regarder le trafic alentour, il doit préparer ses moves, il doit réfléchir. Sa partenaire devrait rester à l'écoute, devrait être dans le moment présent, suivre, écouter la musique. Mais en fait, c'est la connexion avec la musique et le partenaire avec lequel que tu danses. Plus difficile pour un gars gêné de prendre le lead? Oui, mais je pense que tous les deux ont leurs défis. Okay? Dans la danse latine, contrairement, je pense, à d'autres danses, c'est pas juste les gars qui demandent à danser, c'est les filles qui demandent à danser. Oui. Puis quand on commence, les filles, on est gênées. On n'a pas l'habitude de faire demander un gars. Mais moi, j'explique toujours, écoute, c'est aussi gênant pour le gars que pour le toi. Puis il risque aussi de se faire dire non. Alors, surtout quand on voit des gens qui commencent, on ne devrait pas dire non, à moins que tu as vraiment une raison majeure. Des fois, je cours après mes fils ou d'autres choses, puis je vais dire « tantôt, je te reviens ». Mais je ne dis pas non juste pour dire non. Il y en a qui peuvent être assez directs aussi. Si le gars va voir la fille puis il demande pour danser, puis la fille répond « t'es pas assez beau », ça peut être gênant. Non, non, ça se fait pas. Non, ça n'a rien à voir. Steve, il la trouve bonne, celle-là. Tu es organisatrice depuis 5 ans. C'est quoi ta plus grande satisfaction dans tout ça? Voir les gens revenir à mes soirées, voir les gens me suivre dans mes aventures, voir les gens être heureux, danser, sourire. En mois de novembre, j'ai fait un voyage organisé en République dominicaine. Donc, on a amené, moi puis Stéphane, le photographe qui était mon co-organisateur, on a amené qu'on salue, que je connais bien. 230 personnes de Montréal, Québec et Ottawa. Félicitations. Avec nous, au sud. Donc, je pense que c'était le plus gros voyage que Montréal a jamais connu. Moi, je vais te parler de rythme maintenant pour danser. Est-ce que ça se développe? Est-ce que tu l'as ou tu l'as pas, le rythme? C'est certain qu'il y a des personnes qui l'ont, oui, naturellement, plus facilement, ou les personnes qui étaient exposées à la musique, qui ont joué déjà un instrument, qui ont plus de la facilité. Oui. Mais oui, ça se développe, en fait, en écoutant de la musique. Plus que tu en écoutes, plus que tu commences à comprendre, tu entends différents instruments, tu commences à voir les différentes beats, oui.
J'aimerais qu'on parle maintenant de salsa, ta spécialité. C'est quoi ta définition philosophique de cette danse-là? Parce que tu m'as dit en pré-entrevue que ça venait te chercher dans le cœur, ça provoquait une joie chez toi. Mais ta définition philosophique de la salsa, c'est au-delà des pas et tout ça. C'est quoi ta définition? Mais salsa, c'est comme la salsa, là, avec les nachos. Oui, ça a du piquant. Oui, c'est du piquant. C'est un mélange de beats. Oui, ça apporte une joie, une bonheur. Ça aide à la connexion. Ça aide à la connexion. Est-ce qu'on peut dire que c'est une danse sexy? Tout peut se rendre sexy, mais c'est à toi de définir qu'est-ce qui est aussi sexy pour toi, puis où sont tes limites. Oui, mais sensuel, qui fait dans la séduction un peu. Ben, c'est certain que toutes les filles qui dansent veulent être belles, puis veulent être vues. Puis c'est un autre rôle de partenaire, c'est rendre la fille belle. Quand tu danses avec une fille, c'est rendre la fille belle. C'est la fille qui doit être mise en focus. Si tu as mis ta fille en focus, tu vas devenir le meilleur danseur du plancher. Ah, j'aime ce que tu dis. J'aimerais maintenant qu'on explique aux gens c'est quoi la différence entre la salsa et les bachata, parce que c'est tout à fait différent. C'est vraiment pas pareil. Ben, c'est comme rumba et cha-cha. C'est pas pareil, c'est dans la même famille de danse latine. Mais les gens ont tendance à croire que c'est pas mal la même chose, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Salsa, d'habitude, il y a plus de tours, plus de mouvements, plus de combinaisons. Bachata, ça plus compliqué, la bachata, peut-être? Pas plus compliqué. Toutes les deux ont leurs difficultés, mais salsa, la bonne salsa est ancrée dans le... Il y a beaucoup de vieilles salsa qui sont vraiment bonnes, qui ont plusieurs de beats variables. Bachata se modérise beaucoup. Donc, dans la bachata moderne, tu peux trouver des éléments de zouk, tu peux trouver dans la musique un peu de reggaeton. Donc, la bachata évolue beaucoup. Puis, je dirais c'est un peu plus lente aussi que salsa. Oui. De plus en plus populaire, salsa et bachata. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y avait de bons artistes qui, je pense, qui ont, comme Marc Anthony avec salsa. Aidé à faire la promotion, oui. C'est ça, il a aidé. Puis pour bachata, c'est vraiment que ça joue entre la bachata traditionnelle, la bachata qui est un peu fusion, puis quasiment bachata qui s'en va vers le pop. Donc, ça vient aussi chercher beaucoup plus de la clientèle plus jeune. L'expression danse sociale, est-ce que c'est peut-être un peu mal perçu ou peut-être dépassé comme expression? Des fois, ça peut donner l'impression, justement, que ça fait référence plus au passé qu'au présent. Je pense que quand on dit danse sociale, les gens vont justement penser un peu plus aux danses qui appartiennent à la famille de ballroom. Donc, oui, ta cha-cha, ta valse, tango, c'est plus à ça qu'on va penser. Quand on dit des danses latines, on pense plus salsa, bachata. Oui. Mais ça ne reste que c'est un aspect social. C'est ça, une soirée. Exact. Qu'est-ce qui fait un bon organisateur? Une bonne organisation dans son ensemble? Souci de détails. Ah! Puis plan B. Oui, parce qu'il arrive des choses parfois. Oui. Ça t'est arrivé des soirées qui ça a été vraiment compliqué puis qu'il a fallu que tu te retournes rapidement? Oui. Il y avait manque de courant où il fallait partir la génératrice. J'ai toujours ma génératrice dans mon trailer. Des câbles. Ça arrive aussi qu'un danseur va accrocher le câble, puis là, tout le monde est dans la vibe. Tu as 500 personnes qui dansent, puis oups, plus de musique. Puis là, tu entends le gros soupir, que tout le monde fait comme wow! Aussitôt que la musique reprend, tu vois que tout le monde est comme wow, yes! J'ai vécu ça dans des discothèques. Tu dois prendre le micro assez rapidement parce que ça peut être compliqué. Maintenant, tu vas faire dans le country. Tu t'es associé avec Denis Beauregard. Oui. Donc, tu as des objectifs aussi de ce côté-là. En fait, Denis Beauregard, country est déjà très grand à Montréal, au Québec. Moi, je vois ça comme une opportunité aux gens d'élargir leur horizon, d'essayer de nouvelles choses. Donc, oui, on va faire 4 dimanches sur la piste de Verdun pour s'amuser en country. Moi, j'ai hâte de m'acheter des bottes, changer ça de talons en bottes, là, puis un chapeau. Ah oui. La COVID a été difficile pour les danseurs? Oui, définitivement. On en a perdu beaucoup.
Il y en a... Ils sont plus revenus. Ils sont plus revenus. Ils ont trouvé probablement d'autres loisirs. OK. Il y en a pour qui c'était long. Oui. Il y en a beaucoup que j'ai encouragé de revenir, surtout quand on a recommencé le 12e été après COVID, les soirées extérieures, qui m'écrivaient « Je veux venir, mais je ne suis pas sûre. Je ne sais pas si je vais danser, mais les gens me manquent. » Je suis comme « OK, viens faire un tour, apporte ta chaise, va t'asseoir, va jaser avec les gens. Tu n'es pas obligé de danser, mais juste sortir de ta boule puis aller être seul. » Oui, c'est ça. Ce que tu m'as dit en pré-entrevue, j'ai aimé. Je pense que ça explique bien la force de la danse sociale, la salsa bachata. C'est une arme parfaite contre la solitude. Oui. Tu sors, tu rencontres des gens, tu pratiques une activité qui est physique aussi. Donc, c'est bon pour le cardio, c'est bon pour à peu près tout. Mais en tes termes, à toi, une arme contre la solitude, ça veut dire quoi? Bien, ça dépend qu'est-ce que tu cherches dans la vie. Est-ce que tu cherches ton âme sœur ou tu veux juste avoir des amis? C'est tout ça. Mais je pense que ce qu'on a besoin le plus dans la vie, c'est avoir des amis, les gens sur lesquels on peut compter. Oui. Puis, à la longue, les gens en danse latine qui sortent 2 fois, 3-4 fois par semaine, puis dansent. On se fait une communauté. C'est une communauté, on devient une partie de quelque chose, oui. là. Donc, c'est pas parce que juste tu veux sortir t'amuser, mais tu as peut-être besoin de quelqu'un pour parler. Tu développes ce genre de connexion. Donc, oui, c'est une arme contre la solitude. Puis, une chose que je vais dire que la pandémie a fait qui est bien, que ça a ouvert le port puis l'accès à tous les profs, à tous les artistes. Moi, je me souviens, pendant le COVID, je travaillais 35 heures en ligne pour ma job. Puis l'autre 30 heures, je dansais en sous-sol. Puis tous les profs, en fait, ils n'ont pas eu de choix que se mettre en ligne. Donc, tu pouvais danser avec un prof en Argentine, en Italie, en États-Unis. Tu avais accès à tout, à différents styles. Tu pouvais explorer. Donc, c'était ça la beauté, que la communauté est devenue plus grande. Puis des fois, quand je voyage, je vais dans un festival, je sais pas, à Toronto, à New York, puis comme « Ah oui, tu as déjà pris les cours avec moi, on a fait une choré en ligne ensemble. » J'ai aussi une copine de Kingston, puis une de Abitibi, qui en est devenue vraiment très proche. C'est parce qu'on a pratiqué avec plusieurs profs dans nos sous-sols. Puis je me souviens qu'à un moment donné, elle m'a dit: « Mais là, si tu ne fais pas ces cours-là, j'y vais pas. » Je dis: « Mais comment ça, tu n'y vas pas? » « Mais là, si tu n'es pas là, je ne suis pas là. » « Mais moi, je suis chez moi, tu es chez toi, en Abitibi, dans ton sous-sol. Moi, je suis dans mon sous-sol. »« Oui, pareil, mais si je ne te vois pas sur l'écran, j'y vais pas. » C'est un compliment. Oui, mais c'est devenu une relation spéciale, privilégiée avec les gens... Ah oui, favorisé par la danse et la Exactement. musique. Monica, tu es née en Pologne, tu as été exposée à la danse quand même assez jeune, tu es arrivée en 1989. Tu fais aussi dans la kizomba, le compa, évidemment le cha-cha, le merengue. Aimes-tu aussi le dance, le house et le disco? Moi, je danse tout. Oui? Oui. Pas compliqué? Non, non. Nous allons prendre une petite pause, ma chère Mika, Monica. Ça ne sera pas tellement long. On est bien fiers de te recevoir ici à la Brasserie La Ripaille, puisque je vous rappelle que vous regardez Flashback, justement, en direct de la Brasserie La Ripaille de Repentigny. Un endroit charmant, un personnel souriant, mais surtout accueillant. On vous offre d'excellentes assiettes, et ce, 7 sur 7. Et je vous recommande personnellement la pizza au four à bois de La Ripaille. C'est vraiment extraordinaire. C'est quelque chose, comme dirait l'autre. Donc, des spectacles de qualité, une atmosphère appréciée. De tout, pour tous les goûts. Nous sommes situés au 358 Notre-Dame à Repentigny, la Brasserie La Ripaille, une institution mythique et surtout sympathique. Et je vous rappelle également que nous sommes présentement en conversation avec une dynamique organisatrice d'événements de danse salsa bachata, Monica Popiel. Toujours autant d'activités, tant sociales que musicales, et ce, chaque week-end à la Ripaille de Repentigny. Et cette semaine ne fait pas exception. La promesse est tenue. Plaisir et musique, comme toujours. Demain, jeudi, le 20 mars, 19h30, c'est la formation officielle de la Ripaille qui vous attend, soit le Powerhouse Band, qui est dorénavant instauré ici tous les jeudis. Un jam session où le public est invité à venir performer, pratiquer avec nous sur scène. Donc, apporter micro et instruments de musique pour l'occasion et des musiciens d'expérience
d'expérience vous attendent sur place. Je vais vous en nommer quelques-uns. Céline Jean, Pierre Boutillier, Marc Jean, Stéphane Trudel notamment. Pour un plaisir musical assuré, une ambiance festive colorée. Demain, donc, le Jam Session du jeudi. Et fait important, et ça, c'est tout à fait gratuit, comme le lendemain, le 21 mars à 20h, avec les vendredis à Julien, rock sa guitare, pour une soirée des plus complètes avec humour et musique, comme seul Julien Tremblay sait le faire, tout autant talentueux musicalement que drôle en tant qu'humoriste. Une soirée à ne pas manquer. Ça promet, comme dirait l'autre, une ambiance vraiment du tonnerre qui vous attend. Et les choix musicaux de Julien, tout y passe de Pearl Jam et Santana, en passant par Daniel Bélanger ou Blink 182. Un répertoire, donc, dis-je bien, varié pour tous. Puis, autre événement très attendu, cette fois samedi, le 22 mars, dès 20h, hommage à Metallica, avec la formation Metallica, spécialiste pour reproduire fidèlement, avec énergie, la musique de ce groupe marquant de l'histoire du rock. On nous promet donc une musique dévastatrice. Pour des billets, c'est lepointdevente.com, 25 $ seulement, ou 35 à la porte. Donc, comme vous pouvez le constater chaque semaine, beaucoup d'actions et de tout pour tous les goûts. La brasserie La Ripaille de Repentigny, un bar-spectacle apprécié, mais également un restaurant au service et au menu de grande qualité. Et ce, depuis 1975. Nous sommes situés au 358 Notre-Dame et notre promesse, plaisir, musique et excellente nourriture. Maintenant, un sujet un peu plus sérieux. Vous allez être traité avec beaucoup d'écoute et de compréhension. Si vous vivez une infestation, vous aurez compris ici qu'on parle de bébites et pour certaines familles, c'est carrément un drame. Et plus vous attendez, plus le problème va s'aggraver. Donc, la solution à une infestation, c'est Rive-Nord Extermination. C'est près de 40 années d'expérience qui vous attendent sur place. Une entreprise familiale très sérieuse, un service personnalisé. Donc, la solution à une infestation, Rive-Nord Extermination, le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 582-6706. Je vous parle maintenant d'un endroit très dynamique. Il n'est pas toujours évident de trouver un coiffeur barbier qui vous donnera satisfaction. Et chez Caramello, le barbier, c'est tout simplement une mission. Sourire et expérience font de Caramello la référence. Ce salon de coiffure vous surprendra non seulement par le talent, la qualité du service, mais surtout par l'accueil chaleureux de l'endroit. Un service de coiffure, design, barbier et même de formation disponible sur place. Et un fait important, l'ambiance tropicale de l'endroit ajoute ce petit quelque chose particulier qui agrémente l'expérience. Après une visite, vous repartirez satisfait et comblé par un accueil et un service inégalé. Sur rendez-vous, ouvert 7 jours sur 7. C'est situé à Repentigny, l'adresse 221 Notre-Dame, le numéro de téléphone dans le 514-659-1761. Avec Caramello, le barbier, plaisir et satisfaction assurés. Ma chère Monica, qu'est-ce que la musique t'apporte en premier? C'est sûr que c'est bon pour oublier nos problèmes, on se retrouve dans une bulle. Mais toi, personnellement, qu'est-ce que la musique t'apporte en premier? Ça dépend de la sorte de musique, ça dépend de mon mood interne. Des fois, on a besoin de réconfort. Des fois, on veut juste oublier, comme tu as dit, puis s'amuser, passer à autre chose. Donc, j'écoute beaucoup salsa bachata, mais j'écoute un peu n'importe quoi. Mais la salsa, c'est plus pour danser que pour écouter, je pense. Les deux. Les deux, oui? Oui, les deux. OK. Écoutes-tu du rock? Un peu, oui. Parce que cette semaine, tu me parlais de zone de bonheur sans même danser. Et c'est ça, je pense que la musique vient... Oui. Peu importe ce qui se passe dans ta journée, tu peux mettre tes écouteurs, écouter de la musique et oups, tu es ailleurs, tu sais. Tu es ambitieuse, tu as toujours 150 idées en tête de ton propre aveu. Tes objectifs à court terme, tu m'as parlé de Trois-Rivières, qui était le point milieu entre Québec et Montréal. Qu'est-ce que tu veux faire à Trois-Rivières? Il y a une plage qui s'appelle Petite Floride. Donc, j'essaie d'organiser un événement là-bas, un samedi 5 juillet. Puis, c'est ça, c'est le point de milieu entre Montréal et Québec. Puis, il y a aussi des danseurs à Trois-Rivières. Donc, on veut passer un après-midi à la plage, puis réunir de plus de la communauté possible. C'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée. Comme tu le disais, le point entre Québec et Montréal, c'est bien pensé. Maintenant, on va parler de messieurs pour qui parfois c'est difficile de danser. C'est quoi ton conseil, à part ne pas se décourager? Tu dis quoi, mettons, au mari qui est maladroit ou gêné pour qu'il se donne un petit push pour aller danser avec sa femme? Je pense que, bon, si c'est avec sa femme en plus, il veut accompagner sa femme. Il ne faut pas qu'il se décourage, il ne faut pas qu'il pense que les autres sont meilleurs, parce qu'au bout de ligne, si c'est ta femme, elle veut danser avec toi. Elle va danser avec les autres, mais elle veut danser avec toi. Même si t'es moins bon. Moi, si t'es moins bon.
Puis, il faut aussi aller pratiquer avec d'autres parce qu'en fait, ça va t'aider. Parce que ta femme, tu la connais par cœur. Quand tu danses avec les autres, il faut que tu t'ajustes. C'est certain que c'est important de pratiquer à la maison. Penser dans ta tête, c'est quoi tes moves que tu veux faire, le préparer un peu à l'avance. Et il n'y a pas d'âge pour la salsa. Il n'y a pas d'âge. Puis il n'y a aussi aucun mal à dire à la personne que tu demandes de danser, écoute, ça fait pas longtemps que j'ai commencé. Puis, tu sais, moi, ça m'arrive souvent, puis je dis, ben c'est correct, il n'y a pas de souci. Puis comme ça, la personne avec qui tu danses, elle n'a pas trop d'attente, puis elle est plus compréhensive. On a tous commencé quelque part. C'est bien dit. Est-ce que l'homme est plus gêné, intimidé que la femme quand c'est le temps, justement, d'aller danser? Mais comme je mentionnais tantôt, il y a personne qui aime se faire refuser, oui. Pour les gars qui commencent, c'est une pression pour se souvenir de ses pas, de ses moves. Pour la fille, c'est autant de pression parce que... C'est 50-50. Oui, c'est 50-50. Elle veut comprendre ton move, elle veut suivre qu'est-ce que tu fais. Elle veut pas causer un malaise. OK. Te considères-tu accroché à la musique du passé? Non. Non? Est-ce que tu considères que la musique était meilleure avant, disons il y a 20 ans ou 30 ans? Était différente. Différente, mais pas meilleure. Pas nécessairement. OK. Te considères-tu comme en mission dans ce que tu fais? Tu dis, moi, je m'en vais là, puis je veux que ça fonctionne. Pour moi, la mission, c'est vraiment que la communauté soit accueillante, justement, pour les gens qui sont nouveaux dans la danse, pour les gens, peu importe leur âge, puis origine aussi, parce que dans salsa bachata, c'est pas nécessairement que tu as besoin d'être mexicain pour comprendre la musique. C'est pas parce que tu comprends les paroles que tu es meilleur le danseur. En fait, tout le monde peut danser, puis tout le monde peut danser sur n'importe quelle musique. Dernièrement, d'ailleurs, j'ai une DJ femme aussi, qui vient de Hong Kong. Puis il y a une touche asiatique dans ce qu'elle fait au niveau de salsa. C'est très intéressant, puis on aime ça. Tu me donnes le goût d'y aller? Oui, j'espère. C'est pour ça que je suis venue. Oui, je vais te rendre l'appareil. Un fait important dans cette soirée-là, et je pense que ça fait une différence, pas d'alcool. Pas beaucoup, non. Très peu d'alcool. Oui. Et je pense que ça joue favorablement. Peut-être ça attire moins les gens vers des bagarres ou des mésententes ou des excès de comportement. Non, il n'y a vraiment pas d'excès de comportement. Puis si tu as à faire 3 à 5 tours d'affilée, tu peux pas être vraiment sûr. Oui, c'est ça. Puis on reste sur le talon, nous les filles, donc eux aussi. Le prochain voyage, c'est à Cuba, oui, mois prochain. Au mois d'avril, oui. Est-ce que c'est complètement booké? Non, il y a toujours de la place. Tu attends combien de personnes pour vous joindre? Cuba, c'est toujours un peu plus petit, puis c'est mois d'avril, donc on va être probablement autour de 80 personnes, mais c'est une belle gang. C'est quoi, 10 jours? 7 jours. 7 jours, on danse, on s'amuse, on fraternise. Oui, c'est certain qu'avec 70 personnes, on peut rendre le voyage un peu plus personnel, faire certaines sorties et d'autres choses qu'à 200. Il y a des gens qui rencontrent leur futur... oui. Presque, tu as dû voir ça, leurs époux conjoints dans ces soirées-là. Il y a de belles connexions qui se font. Bien, tant mieux. As-tu d'autres événements à venir que tu voudrais nous faire part? Ben, tous les samedis, comme je te mentionnais déjà, c'est au studio de Cari, Jeune Talent de Cari. L'été va commencer. Ma première soirée sur la piste de Verdun extérieure, c'est 31 mai. Country vient avant. Country, c'est 25 mai. Okay. Donc, puis sinon, oui, mais 150 idées. J'ai aussi la plage au Point des Cascades, au village des Écluses, que je l'avais fait l'année passée, puis les gens ont bien aimé. L'année passée, on a aussi dansé sur le toit de Fabrique 8. Oui. Donc, comme je te dis, ce pas des idées qui me manquent. Ah, c'est bien. Merci de ta présence à l'émission, Mika. Je te souhaite encore beaucoup de plaisir à organiser, à rassembler les gens pour s'amuser et danser. Et Monica Popiel, je te dis tout simplement à bientôt. Merci. Merci d'avoir été des nôtres. Merci.
Maintenant, je vous parle d'un partenaire important de l'émission Flashback. Il est dorénavant possible de voyager tout en se ressourçant et en retrouvant bien avec soi-même dans une ambiance des plus agréables. En effet, c'est ce que vous offre Linda Jonf, l'organisatrice justement de Croisière Bien-être, afin d'aller de l'avant avec notre vie qui parfois nous dépasse. Vous pourrez vous retrouver grâce à des outils utiles, une atmosphère de détente, une réflexion sur soi, un service et de la nourriture de grande qualité. Vous en avez assez de courir et cette magnifique combinaison voyage et croissance personnelle se veut une solution agréable et ce, à un prix abordable. Pour rejoindre donc Linda Jonf, l'organisatrice de Croisière Bien-être, c'est le 581-993-5145 ou le www.lindajonf.com. Pour de belles vibrations, une croisière et une croissance personnelle et la vie ne pourra être plus belle tout en voyageant autrement. Je vous parle maintenant d'un endroit spécialisé dans le domaine de la mécanique et de son entretien et qui propose un rendement des plus crédibles et reconnus. L'atelier de mécanique générale Fast Tuning pour la qualité justement d'un service complet et exclusif et ce à des prix compétitifs. Un personnel accueillant, un service compétent spécialisé aussi en véhicules européens. Une bannière existant déjà depuis plus de 20 ans, donc une fiabilité reconnue et appréciée. Un garage pour faire du millage, comme dirait l'autre. Fast Tuning, c'est situé au 223 Notre-Dame à Repentigny. Le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 470-1333. Le client est notre priorité. Et notre promesse, un service de qualité. Un mot maintenant sur un domaine très en vogue ayant connu une progression fulgurante au cours des dernières années, soit le tatouage. Et quand le temps arrive de choisir un artiste tatoueur, le mot expérience inspire la confiance. Et c'est ce qui vous attend chez Tatouage Rockstar. Il est difficile de faire confiance et de trouver le parfait artiste tatoueur, comme vous le savez. Et pour être reçu avec professionnalisme et gentillesse, et pour que vos désirs et vos tatouages soient réussis avec finesse, une seule bannière, Tatouage Rockstar. C'est situé à Repentigny, 338 Notre-Dame. Le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 932-3090. Tatouage Rockstar pour la garantie d'un travail réussi. Nous enchaînons maintenant autour de notre deuxième invité. Il ne pourrait probablement pas survivre sans musique, lui dont la voix performante s'adapte aux différents styles de son répertoire varié. Et c'est à titre de chanteur du groupe hommage aux Bee Gees, You Should Be Dancing, qui nous rend visite aujourd'hui pour nous parler de sa longue expérience, de ses projets de musique en général avec nous, un artiste à la voix d'or, le sympathique Steve Barry. Bonjour, Steve. Bonjour, Steve. Merci de me recevoir. Alors, c'est un plaisir. Je vais commencer par un compliment. Tu as un beau prénom. Ah oui, nos parents avaient du goût. Oui. Au-delà de cette plaisanterie, ce qui veut tout dire, dernièrement, tu as eu vraiment un beau compliment reçu sur ta voix, ton groupe hommage à Chris de Burgh. Et quand tu m'as raconté ça, j'ai dit, ouais, là, c'est pour de vrai. J'ai grandi avec l'amour des Bee Gees et l'amour des œuvres de Chris de Burgh, le chanteur irlandais. Et de fil en aiguille, après une prestation qui avait été capturée, envoyé à Chris de Burgh, il m'a écrit et il m'a complimenté et m'a donné sa bénédiction pour faire un hommage à sa carrière. Et je vais d'ailleurs présenter un spectacle. Dans ton groupe bientôt. Hommage Spanish Train avec 5 musiciens. Exactement. Nous sommes 5 sur scène. Puis la voix que j'admire le plus, Chris de Burgh, m'a félicité des performances. Donc c'est quelque chose. Je me pince encore. Je ne veux pas me réveiller. Oui, c'est bien. Pourquoi les Bee Gees? Ah, pourquoi les Bee Gees? C'est facile à interpréter, ça, là. Non, c'est pas facile. Non. Surtout mais c'est pas juste ça. Surtout en vieillissant, là. Faut le dire. En vieillissant, oui. Mais Dieu merci, il n'y a pas seulement que les voix aiguës. Ils ont fait 27 albums. Oui. Il y en a 2 et demi qui... Mais toi, là, dans Saturday Night Fever, les voix sont aiguës, là. Ils sont aigus, puis c'est la fin du show, puis on a le temps de se réchauffer. Mais il y a tellement d'autres matériels, les années 60, qui ont fait les grandes ballades, les Massachusetts, les To Love Somebody, How Can You Mend a Broken Heart. C'est des classiques. Mais on s'identifie plus aux Bee Gees de la fin des années 70. Oui, parce que ça a tellement fait un gros boom, ça a révolutionné la culture et ça a ramené les gens sur les pistes de danse. Oui. Donc, on fait le lien avec la salsa. Le film Saturday Night Fever avait une pièce de musique instrumentale qui s'appelait Salsation. Oui. Et c'était la première fois dans un film américain qu'il y avait de la danse salsa. Exact. Ton premier contact avec tout ça, c'était à 14 ans? À 14 ans, j'ai grandi seul. J'ai pas eu de fratrie. Donc, lorsque j'ai entendu les Bee Gees, les voix m'interpellaient. Puis quand j'ai découvert que c'était une famille de trois frères, plus un autre frère qui faisait de la musique séparément, j'ai trouvé ça fascinant qu'une famille faisait de la musique.
Donc, c'est un peu ça qui est venu m'interpeller. Et maintenant, dans ton groupe Hommage, ben, c'est une famille, le cousin, le père et le fils. Exact. Mon cousin, c'est spécial. Mon cousin de Chicoutimi, Guido. Mon fils Samuel, qui a 22 ans cette année. Donc, j'ai le rêve de faire de la musique avec ma famille. Et ça sonne, c'est un instrument qui ne peut pas se répéter. Ça sonne semblable à différents âges. Et lorsque ça se marie, c'est un instrument qui ne peut pas être reproduit. Oui. Donc, ta vie a changé depuis le fameux film Saturday Night Fever. Et je dois te dire que je faisais la chorégraphie à l'époque au complet de John Travolta. Et j'ai vécu ça dans des endroits, party de fin d'année et tout ça, au secondaire, où les gens se mettent autour. Je pense pas que je serais encore capable de faire la chorégraphie au complet. Et dans tes chansons favorites, All Deep Is Your Love, oui. Emotion de Samantha Sang aussi. Oui. Aucune influence parentale par rapport à la musique. Et dès le secondaire, tu avais un groupe où tu faisais des covers, comme on dit, les Beatles. J'avais un excellent recherchiste. Ah non, c'est bien. Et tu fais des compositions, tu as eu des bonnes réactions des gens, et ça, pour toi, c'est très motivant, la réaction des gens. Oui, c'est qu'en grandissant, influencé par la musique, c'est devenu un événement culturel pour moi. Le partage de quelque chose. Il y en a pour ceux que c'est les sports. C'est rassembleur. Mais la musique, c'était rassembleur. Beaucoup plus à l'époque où j'ai grandi que maintenant. Maintenant, on envoie un fichier, on dit « Ah, écoute ça ». C'est pas comme à l'époque où une chanson jouait à la radio. C'est donc bien bon. On se rend au magasin, on va l'acheter, on l'amène chez nous, on l'écoute. Ah, je vais aller chez mon chum qui a un meilleur système de son. On va partager ça ensemble. Ça fait partie de la culture. Le rituel d'ouvrir un album, de le sentir, de lire les paroles. Ce n'est plus ça. On dirait qu'on ne possède pas la musique quand elle est dans ton ordinateur. Exact. Steve, toi qui es spécialiste des reprises, des covers, au-delà de la similitude et de la précision, qu'est-ce qui fait une bonne interprétation? Ça, on ne s'en est pas parlé. Mais je crois qu'une interprétation, c'est une version propre à soi-même. Ta teinte personnelle. On écoute la mélodie. Moi, j'écoute la mélodie. Ça, c'est pour moi, là. J'écoute la mélodie, je sais où ça s'en va. Mais après 2, 3 écoutes, je cesse d'écouter les originaux. Et je l'applique à ma façon. Tout en respectant la mélodie originale. Ce qui va aller chercher peut-être des émotions différentes. Un emphase sur un mot, d'une autre façon que la chanteur originale. Ou une face que tu peux faire sur scène, dans une chanson d'amour. Ça m'amène à ma prochaine question. Je vais faire un peu un poète de moi. La musique, c'est un monde d'émotions, de ressentis, qui va au-delà des mots. C'est le langage universel de l'humain. Tu me dis quoi là-dessus? Touché. Bingo. Peu importe la langue que tu parles, je vais te faire jouer une bonne chanson. Ah, oui. On va tous aller danser ensemble. Absolument. Je comprends pas l'espagnol. J'écoute la salsa, puis ça donne le goût de danser. Et si c'est dans des accords mineurs, on a le goût de comprendre ce qui se passe. C'est un lament, écoutez, la musique nous parle au-delà des paroles. Oui. Tu te définis comment à titre de chanteur dans tes forces principales? Je cite quelqu'un dont j'aimerais avoir le nom. J'ai eu la chance de jouer sur un bateau croisière. Et puis, quelqu'un, à la fin de mon tour de chant, me dit « Est-ce qu'il y a des styles que tu fais pas? Parce que tu es vraiment une voix à tout faire. » J'ai trouvé ça bon. J'ai dit « Est-ce que je peux l'emprunter? Je vais le mettre. » Une voix concierge. Une voix concierge. Mais une voix, c'est que dans un tour de chant, je peux aller chercher du rock, du rétro, du crooner, du disco, du country, français, anglais, à peu près tous les styles. Donc, puis même des pièces de comédie musicale. Donc, j'ai la chance d'avoir un éventail qui me permet justement d'être occupé, de vivre de ça. Malgré un talent certain, est-ce que c'est l'audace qui va déterminer le chemin d'un artiste? L'audace dans tout ça, là, ça compte. Là. Je crois que oui. Et il faut apprendre à faire un bris entre le produit qu'on donne et le produit qu'on veut vendre. Parce que c'est nous le produit. Hein? Puis un artiste va souvent être un grand insatisfait. Le perfectionniste.
et ça peut devenir maladif. C'est pas facile pour les gens avec qui tu vis. Exactement. C'est autant une qualité qu'un grand défaut. Je l'entends ici, des gens qui ont donné une très bonne interview. Je dis, puis, ben là, j'ai répondu ça à telle question. Là, j'étais trop de côté. Mais à un moment donné, il faut savoir aussi regarder ça dans son ensemble, parce qu'effectivement, il n'y a rien de parfait, même si c'est ça qu'on tend à viser. Mais je veux dire, on est des humains aussi. Tu sais. Exact. Il faut apprendre à porter le chapeau du producteur ou du gérant, si on n'en a pas, et de dire, bon, écoute, ça, c'est le produit que je livre et je sais que ça va être apprécié. Oui, je pourrais faire mieux, mais je pourrais perdre du temps qui pourrait me faire perdre le contrat. Et même sur scène, une interprétation live d'un artiste connu, la chanson, parfois, ne sera vraiment pas pareille, mais ça va être aussi bon. Le guitariste, tu as l'impression qu'il a changé le solo, mais c'est aussi bon. Puis c'est peut-être pas parfait, mais je veux dire, il y a quand même une aura qui vient avec la chanson. Qu'est-ce qui fait qu'un hit va rester, qui va perdurer dans le temps, selon toi? Est-ce que, je ne veux pas te souffler de réponse, mais est-ce que c'est, exemple, l'agressivité du son, quelque chose de différent, ou les paroles? Selon Steve Barry, qu'est-ce qui fait qu'un hit va perdurer dans le temps? C'est comment on colle cette chanson-là à notre vécu. Parce que plus tard, quand on réentend ce hit... c'est juste une question d'association de souvenirs. C'est ce que je crois. C'est ce que je crois. Je jouais à un jeu qui s'appelle Hitster. Et il faut déterminer l'année d'une chanson. Ben là, c'est parce que là, j'étais au cégep, puis j'ai tombé amoureux, puis c'était ma toune, ça. C'est ce qu'on a fait de cette chanson-là. C'est comme un morceau de vêtement qu'on a porté. Mais là, je vais te relancer. Si on y va selon ce que tu dis, ça veut dire que les plus jeunes n'aimeraient pas la vieille musique. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui va au-delà du souvenir. Oui. Parce qu'il y a certaines chansons que, mettons, les plus vieux comme nous connaissent, qu'on va les faire jouer à des jeunes, puis automatiquement, ils vont se mettre à taper du pied. Oui. Parce que c'est bon et ça traverse les époques. Mais c'est sûr que le souvenir associé à une chanson, c'est très fort. Qu'est-ce que la musique t'apporte en premier? Ça te garde en vie? Ça comble une solitude. Ça vient chercher... Mais tu es en couple? Je suis en couple. Mais j'ai grandi seul. Ah oui. J'avais peu ou pas d'amis. Et le vécu, je crois que Elton John l'a bien expliqué avec sa phrase « From the lips of some old singer, you can share the troubles you already know. » Oui. Des lèvres d'un chanteur peut t'aider à partager les troubles que tu connais. Et la chanson « I'm Still Standing ». Celle-là, c'était Sad Songs Say So Much. C'est ça. Là, j'ai hâte de voir ta réponse à la prochaine question parce que peut-être qu'on ne sera pas d'accord. Est-ce que tu penses que le disco vieillit bien ou mal? Ça vieillit bien et ça va revenir en force. Dans 2 ans, là, je suis sûr que la planète va revibrer. Je l'espère, mais je vais te dire une chose sur le disco qui nuit, c'est la mode, le décorum, et non pas la musique comme telle, parce que la musique disco, c'est la base de ce qui se passe aujourd'hui en dance music, même en house. Le disco, le house, c'est le prolongement du disco. Mais la mode qui était atroce, il faut le dire. Là, la mode, les vêtements. Qui est ridiculisée. Je pense que ça nuit parce que la musique comme telle est imbattable. Tout ce qui s'est fait là, de 74, disons, à 85, là, ça c'est un 10 ans très, très intense, difficile à reproduire. Mais je pense qu'aussi ça va beaucoup avec le courant de pensée sociale. C'est sûr que dans ce temps-là, c'était la joie de vivre. Le disco est un peu le prolongement du mouvement hippie. C'était nécessaire parce que l'Amérique sortait de la guerre du Vietnam. Exactement. Et on va dire que l'Amérique voulait s'éclater. Donc, c'est pour ça que des films comme Star Wars ont eu du succès à ce moment-là, parce que c'était un film. Et enfin, on laisse notre cerveau à zéro, puis on se fait éblouir. Oui. Même chose avec la musique. La musique est de plus joyeuse à partir de ce moment-là. C'était moins des issues sociales, c'était plus retrouvons-nous ensemble et ayons du plaisir. Question suivante. C'est quoi l'aspect le plus difficile de ce que tu fais? Est-ce que c'est l'aspect physique? Je crois que c'est l'aspect booking. OK. Et l'aspect prospection. L'aspect physique de s'installer quand on est tout seul, quand on n'a pas de roadies. Oui. Mais mis à part le jeu, le chant,
me fait oublier tous les efforts. Très exigeant. Je veux dire, il y en a des choses à voir, là. Ah ouais. Oui, lorsqu'on porte plusieurs chapeaux. Oui. C'est quoi la différence pour ta voix avec il y a 20 ans? Parce que pour interpréter, comme je le disais en présentation, les Bee Gees, pas facile, là. Pas facile. Je crois que je mise un peu plus sur l'épargne. Parce qu'il y a 20 ans, je faisais peut-être un spectacle par année, par saison, par... maintenant, c'est rendu à tout près de 180 par année. Wow! Un à chaque 2 Donc, jours. en moyenne, ça peut arriver parfois 1 à 2 spectacles par jour. Et c'est payant aussi, c'est intéressant. C'est ce qui est, Ben oui. c'est ce qui est ma carrière maintenant. Mais l'épargne, on joue sur l'épargne. On va aller chercher la note d'une autre façon pour... Oui, oui. se Un peu garder comme la un voix joueur de populaire. hockey. Exactement. Il va peut-être moins devant le filet, dans les coins. Il choisit ses combats sur la glace. Un petit peu Maintenant, on plus va parler de stratégique. ton rituel d'avant-match. Tu m'as parlé de visualisation. Oui. Et tu te sers du miel pour ta voix. Comment ça se passe aussi au niveau de l'adrénaline avant une prestation? Parce que malgré l'expérience, il est important d'avoir encore un certain stress. C'est quelque chose que j'ai quand même apprivoisé. Oui, le stress est là, mais il devient une énergie nécessaire pour livrer la marchandise. Oui, il y a le miel, des techniques, il y a l'aspiration d'eau stimée, chauffée. Enfin, protéger aussi tes cordes vocales. Oui. Après, aussi, c'est aussi important pour faire relaxer les cordes vocales. Je broie de la glace. OK. C'est un muscle, hein? Il faut qu'il se détende, oui. Donc, OK. Est-ce que la confiance de l'artiste, qui vient aussi avec la pratique et l'expérience, c'est aussi important finalement que la voix? Tout à fait. Il faut savoir... Je marque un point en te posant cette question-là, je pense. Oui, c'est très bien posé. Il faut savoir reconnaître que le produit qu'on livre est le produit que les gens veulent entendre à ce moment-là. À la bonne place, au bon moment, puis c'est ce qu'ils veulent. Donc, Oui. on joue le rôle de la confiance. Mon cher Steve, la chanson qui suscite le plus de réactions quand tu performes, soit par la précision ou par le hit lui-même, ce serait laquelle? Je pense que c'est Staying Alive. Ah, wow! Parce que... Qui n'était même pas censé être sur le disque, qui a été rajouté à la dernière minute. Oui, il la gardait pour un album plus tard. Oui, comme Prince et Purple Rain. Il n'était pas censé être sur le disque. Black Sabbath, Paranoid. Il restait une plage à remplir, puis le producteur a dit, rassemblez-vous, faites une chanson. Je pense qu'ils ont composé ça en 30 minutes et c'est devenu le hit. I Will Survive était la plage B d'un disque 45 tours. Puis c'est devenu la chanson la plus traduite, la plus vendue de tous les temps. C'est Steve qu'on appelle si on est dans taxi payant puis on a besoin d'aide. Ta préférence personnelle dans toutes ces chansons-là? Ah, mon Dieu. On l'a mentionné tantôt. C'est How Deep Is Your Love. Ah oui, parce que tu es un romantique. Peut-être aussi un petit peu plus parce classique. Que c'est quelque chose, les paroles. C'est du Chopin. Ouais. C'est une suite de Chopin. Les accords de Chopin qui ont été plaqués, puis Barry est parti. Mais c'était la mode des années 70. On a le Fifth of Beethoven. Fifth of Beethoven, puis Barry Manilow qui avait en 76. Avec son groupe. Baby, I love you. Ah oui. Come, come into my arms. C'était du Chopin, ça aussi. Là, tu vas me faire pleurer. Steve, la petite fille de papa, coécrite par Barry Gibb. J'aimerais que tu me racontes rapidement l'expérience que tu as vécue et ce qui doit se dire derrière cette chanson-là que tu as composée. Barry Gibb a fait un album country en 2017 et j'étais en train d'enregistrer ma propre album country, moitié français, moitié anglais, puis il me manquait une chanson française. Barry Gibb sort son album, puis sur la version allemande de son disque, il y avait un démo qui n'était pas disponible en Amérique. Et en l'écoutant, ça m'a bouleversé. Ça s'appelait Daddy's Little Girl. Et ça m'a touché beaucoup parce que c'était une histoire vécue pour moi. Donc, ce que je voulais faire, c'est que j'ai voulu adapter les paroles un peu pour la traduire à des gens qui ne comprenaient pas l'anglais. Puis, en la traduisant, je voyais que ma poésie venait
finir le texte pour qu'il se tienne debout, comme un poème qui rime. Et je l'ai enregistré en français. Et lorsque je l'ai entendu, j'ai mis un gros baume sur mon cœur. Éclaté en sanglots. Oui. Et je me suis dit, c'est cette chanson-là que je vais mettre sur mon album. J'ai Ni non plus. Oui, en effet. Nous revenons après la pause. Ni non plus. Je me suis arrangé pour aller en Floride, louer une voiture, partir de l'aéroport. J'ai été à Miami, j'ai été sonné chez Barry Gibb, qui était en entrevue, malheureusement, à ce moment-là. Je voyais le camion de CBS qui le passait en entrevue, mais son gérant m'a dialogué. J'avais dans ma main droite l'explication de ma traduction pour obtenir l'approbation des droits d'auteur. Et dans ma main gauche, toutes sortes de trucs à faire signer, parce que j'étais un grand fan, et des trucs qui valaient quand même beaucoup de sous. Il m'a dit, écoute, c'est pas pour maintenant, mais est-ce que tu peux me les laisser, puis je te rappelle. Évidemment, je sais que je les laisse en bas de main, là. Je laisse ça, puis il dit, pour le truc, fais juste passer par l'éditeur, puis on va l'approuver. OK. J'ai passé par l'éditeur, j'ai réussi à avoir un petit pourcentage. Donc, la version française est disponible sur YouTube. Donc, en faisant une recherche, Steve Barry, petite fille de papa, j'ai fait un petit clip maison là-dessus. La chanson est disponible aussi sur les plateformes Spotify, etc. Intéressant. On va accélérer le rythme maintenant, puisque nous sommes bousculés par le temps. Plus difficile à reproduire une voix rauque ou aiguë? Je dirais une voix basse. Rauque à la AC/DC. C'est semblable. C'est aussi difficile. C'est semblable. He was the first machine, I still love. C'est dans les mêmes registres. Mais une voix basse à la Johnny Cash. OK. Oh, ça, c'est... J'ai pas... Ou Elvis. Elvis, ça va. OK. Elvis, ça va. Est-ce que tu chantes du Elvis? Ah oui, beaucoup. À plusieurs reprises. Dans tes favoris, Tom Jones, Engelbert, évidemment, John Anderson, chanteur de Yes, Supertramp. La voix la plus difficile à reproduire dans tout ça? John Anderson est dur. Il est pas mal dur, oui. Oui, hein? C'est une voix mixte. Puis j'ai tendance à aller dans la voix de tête. Est-ce que tu fais Owner of a Lonely Heart? Ça m'arrive. Tu travailles aussi dans des résidences. Oui. Et on en parlait tantôt avant l'émission, les exigences sont différentes. Je pense que dans des résidences pour personnes âgées, tu te transformes plus en entertainer que simplement un chanteur sur scène. C'est un animateur, parce que dans certaines résidences, il y a souvent des groupes de danseurs, des danseurs en ligne. C'est le meilleur public qui soit, parce qu'ils consomment autant la partie spectacle que la partie danse. Ils écoutent, ils participent, ils chantent. Et ils sont peut-être encore plus heureux qu'on leur rende visite. Oui, que de quelqu'un qui a encore chez sa eux, mobilité, là. C'est ça. On est chez eux. Oui. Et le jour où que tu dis « Merci de me recevoir chez vous », c'est un accueil extraordinaire. Ton premier break, comme on dit dans le milieu, c'est en duo avec Yves Lamoureux. Tu avais un duo qui s'appelait DOM. Exact. Tu as fait la première partie de plusieurs shows de la Saint-Jean. Et pendant plusieurs années, tu faisais la première partie de nombreux artistes de talent. Paul Piché, je vais en nommer quelques-uns, Michel Rivard, Francine Raymond, le groupe Madame, André Walters. Quand on est rendu à faire la première partie de tels artistes, c'est un compliment, ça? On se fait les dents. Oui, hein? On se fait les dents. Je dis ça parce qu'à un moment donné, en jouant, en étant excité, j'ai accroché le pied de micro et je me suis cassé une dent. Ben voyons donc. Oh, wow! Ah oui, là, ça fait partie des... Il n'y a pas un bateau qui est lancé sans avoir une bouteille de cassé. C'est la vie. Mon cher Steve, nous allons prendre une petite pause, ça ne sera pas tellement long, puisque je vous rappelle que vous regardez l'émission Flashback en direct de la superbe brasserie La Ripaille de Repentigny. C'est un bar-spectacle de qualité reconnue, mais aussi des plus appréciés. Également un restaurant au menu et à l'ambiance de grande qualité. Nous sommes présentement en compagnie, dis-je bien, d'une voix exceptionnelle, le chanteur au sein du groupe Hommage aux Bee Gees, You Should Be Dancing, Steve Barry. Je vous parle d'un partenaire important de l'émission Flashback, Tricia Tarot. Vous avez des questions qui demeurent depuis longtemps.
longtemps en suspens et différentes options s'offrent à vous, peu importe le sujet. Le tarot et la tasséomancie représentent des moyens simples et efficaces pour répondre à vos interrogations, et ce, avec précision. Et les 30 années de pratique de la tarologue Patricia Robert signifient compétence, mais surtout crédibilité. Donc, amour, amitié, famille ou emploi, pour connaître l'avenir et être guidé pour mieux agir. Le numéro de téléphone dans le 438, c'est le 373-1022. Avec Tricia Tarot, vous aurez les réponses qu'il vous faut. Mon cher Steve, là, on va tomber dans la philosophie, un sujet qu'on a abordé ensemble, une question plutôt profonde. Ce n'est pas la drogue qui a tué Prince, Jimi Hendrix, George Michael, Janis Joplin, Amy Winehouse, Michael Jackson, Maurice Gibb et j'en passe, mais plutôt la solitude. La solitude. Et ça va m'amener à te parler de discipline de l'artiste. Je pense que d'avoir une stabilité au niveau de sa vie personnelle, ça vient tout changer. J'aimerais que tu développes sur cette idée. Je suis béni d'avoir quelqu'un qui... Depuis près de 20 ans. Depuis, on peut arrondir à 20 ans. Oui, qui m'endure. Il n'y a jamais eu une notion d'endurer. Je te taquine. Nous complétons. C'est jamais un effort. Il y a des gens que je connais, ou même dans une autre vie, un spectacle par année, c'est un spectacle de trop. Je suis béni d'avoir quelqu'un dans ma vie qui non seulement qui aime autant la m'encourage, musique que toi, mais qui agit comme booker à un moment donné. Elle me dit, qu'est-ce que tu fais telle date? Ah, je sais pas, c'est l'anniversaire de ma mère. On va s'arranger pour les inviter à un party où que tu vas faire la musique. Les points en commun dans un couple, très important. C'est ordinaire. Steve, une chanson qui implique plus d'émotions, comme interpréter une chanson d'amour, est-ce que c'est plus exigeant que simplement une belle petite chanson cute? Je peux pas dire. Je crois que jouer une chanson d'amour, une chanson humoristique, une chanson... Je pense que je dirais... Je fais une chanson comme Patricia the Stripper. C'est plus exigeant de traduire la comédie que de traduire l'amour, parce que je suis constamment... Et tu as développé un goût pour les comédies musicales, tu me dis. Oui. J'ai fait des trucs... j'ai fait des démos pour faire Le Fantôme de l'Opéra. C'est quelque chose qui m'interpelle. Et j'ai pas mis ça de côté à 100%. Là, j'ai hâte de voir ta réponse à la prochaine question. Pour évoluer sur scène, faut-il nécessairement avoir une personnalité show-off qui aime l'attention, divertir, prendre un peu de la place? Es-tu d'accord ou pas avec ça? Personnellement, je suis pas d'accord. Je suis autant chanteur que comédien et je joue le rôle d'un chanteur. Pas pour avoir de la reconnaissance pour moi. C'est jamais pour moi. Parce que j'ai grandi en étant diverti par des entertainers, je sais à quel point c'est important d'avoir quelqu'un qui te fait changer les idées. Et à ce moment-là, je livre le produit pour quelqu'un d'autre. OK. Practice makes perfect, même après tant d'années? Oui. Ah oui. À 180 prestations par année, est-ce que tu trouves le temps de pratiquer ou tu n'as pas besoin? Tu fais simplement chanter dans la douche? Plus maintenant. Mais la pratique, c'est que Chante dans la douche? Je bâtis mon répertoire de façon à ce que le début du spectacle ne soit pas trop exigeant. Ah, intéressant. Donc, mes vocalises se font au fur et à mesure. Comme tu disais tantôt, on fait attention. Oui. On dose nos énergies. Oui. Steve, sans nommer un endroit en particulier, as-tu déjà travaillé dans ce qu'on appelle un trou? Oh, oui. Faut prendre son expérience comme on peut. Oui, j'avais signé jadis avec une entreprise qui m'a envoyé assez loin. Et c'était à Rimouski ou la Pocatière. J'étais avec le duo DOM, avec mon collègue Yves Lamoureux. On dormait sur des caisses de bière. Et on fait notre répertoire, qui pourtant était le répertoire avec lequel on s'était fait engager, mais on s'est fait accuser de vider la place. Et on nous a relâchés le lendemain, donc on a fait seulement qu'un des deux contrats qu'on devait faire. Est-ce que pour toi, la critique, c'est un point de motivation? Toujours. Quelqu'un peut être méchant dans sa critique, mais finalement, il te rend service. La méchanceté, je ne la prends pas. J'essaie de comprendre le message. Et c'est toujours constructif.
Ça m'a toujours fait évoluer. Tu as vécu une panne de courant à Saint-Lin? Toi qui pratiques professionnellement depuis 1997, comment ça s'est passé? En plein milieu de la chanson Grease, Oh, wow! du film Grease que Barry Gibb avait écrite. Le son a manqué. Moi, j'entendais encore dans mes oreillettes la piste qui jouait. Donc, je regardais un peu parce que j'avais l'air de jouer à la fureur. Non, mais j'entendais le beat. Moi, là. Alors, je suis descendu dans la scène, puis j'ai animé tout près des gens. Je me suis promené de table en table pour qu'on m'entende chanter. Parce que c'est l'expérience le qui fait microphone ne fonctionnait pas. Oui, l'expérience, la débrouillardise surtout. Donc, l'audace. peut-être. Il faut avoir un côté audacieux pour pratiquer ce métier-là. Peut-être. Qu'est-ce qui fait une soirée réussie pour Steve Barry? Le fait qu'on me réinvite. Ah, oui. La prospection. Ah, je t'ai vu à quelque part, je te fais venir là. Voudrais-tu jouer? Là, j'ai eu un gros compliment. Il y a une dame qui m'a demandé de jouer à ses funérailles. Tu te vois où dans 10 ans? J'espère être sur disque distribué nationalement, pas indépendant. Intéressant. J'espère placer mes compositions auprès d'artistes connus. J'ai 200 trucs à la maison qui ont de la poussière. Donc, avec mon collègue Yves Lamoureux, on a fait des dizaines et des dizaines de chansons. Il faut placer ça. Intéressant. Tu me réponds par une phrase aux 2 dernières questions. Oui. Ton conseil ultime aux aspirants artistes qui voudraient faire du cover, qui voudraient faire de la composition, qui sentent qu'ils ont cette passion en eux, mais peut-être pas la débrouillardise, pour prendre ton expression. Tu leur dis quoi comme conseil ou dicton en une phrase? Ayez confiance, comparez-vous, allez voir d'autres et essayez de livrer quelque chose de différent. Okay. Et tu résumes ta carrière musicale jusqu'ici par quel dicton? Never give up. Ne jamais abandonner. Oui, parce que c'est la passion qui fait qu'on traverse les épreuves. Parce que parfois, les épreuves ne sont pas faciles. Hein? Oh non. Les prestations à venir? Oui. Nous sommes présentement le 20? Le 19. Le 19, mercredi 19 mars. Le 2 mai, au Wheel Club, boulevard Cavendish, à Notre-Dame-de-Grâce. Hommage à Chris de Burgh, avec une belle surprise. J'en dis pas plus. Ah, tu veux pas parler du vidéo? Ah, je vais en parler du vidéo. Non, je ne vais pas parler du vidéo, au cas où il n'est pas livré, mais on parle de livrer une vidéo, présentation. Ben, ça aussi, c'est un beau compliment. Je suis en communication avec Chris de Burgh, il est supposé de faire une vidéo. Donc, on se croise les doigts. Merci donc, de le 2 mai. Oui, et d'autres? Les Bee Gees, hommage aux Bee Gees, le 22 juillet, en semaine, à Ville-Sainte-Thérèse, au parc du village. Merci de ta présence à Merci l'émission. C'est vraiment intéressant. Je te souhaite encore beaucoup de succès pour les années à venir. Félicitations pour ton talent et cette belle passion qu'on ressent à parler avec toi. Et je te dis tout simplement, Steve Barry, à bientôt. Ce fut un plaisir. Merci, Steve. À bientôt. Salut. Maintenant, pour ceux qui auraient peut-être des idées noires, parfois, ça c'est un sujet sérieux. Je vais vous donner des numéros de téléphone pour une écoute active. C'est une cause que nous avons à cœur ici dans l'émission Flashback. Le 1-866-APPEL. Telle aide dans le 514, c'est le 935-1101 et tout simplement le 988. Un gros merci maintenant au Centre d'imagerie Pixel, l'incontournable quand on parle d'imprimerie, de graphisme, c'est tout simplement le numéro 1 de la Rive-Nord. C'est situé au 351 Notre-Dame à Repentigny, un service varié, très professionnel qui vous attend sur place. Le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 654-9944. Merci à nos 2 invités ici, Stevie Ray. À la semaine prochaine.